On pense effectivement que, vu l'évolution sur le marché du travail qui est de plus en plus compétitif, plus en plus internationalisé, si on a aussi les entreprises internationales en Suisse, elles ne comprennent pas forcément toujours bien euh, ce qu'est l'obligation de servir, ou le système ou l'armée de milice, elle n'est peut-être pas forcément prête à laisser partir ses employés 3 semaines par année pour s'acquitter de leurs obligations. En étendant l'obligation de servir aux femmes et aux étrangers résidents permanents, on élargit le pool de recrutement pour l'armée. Et puis ça fait qu'on a plus de capacités, de compétences, de qualifications à disposition. Et ça peut mener à une armée beaucoup plus concurrentielle et beaucoup plus efficace. Pour moi, la grande question, c'est est-ce qu'on veut vraiment forcer les gens? Est-ce qu'on veut obliger les gens à participer? Ils ont juste un budget de temps, il y a 24 heures tous les jours. Il faut travailler, il faut s'engager en famille. Et puis le modèle n'est pas tout à fait traditionnel. Là aussi, les hommes, les femmes ensemble, ils s'occupent du ménage. Il y a encore d'autres activités dans les clubs. Et puis forcer les gens à investir encore plus de temps qui n'est pas libre me semble pas un très bon concept. Pour regarder les effets d'une obligation de servir, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Une chose, c'est l'armée. C'est un bien qui est produit par l'État, la sécurité n'est pas produite dans les marchés. Alors ça, c'est une autre question d'autres services qui sont produits dans les marchés où il y a des gens, il y a des prestateurs qui fournissent ces prestations. Avec l'obligation de servir pour tout le monde, on risque un petit peu qu'il y aura de la main-d'œuvre assez bon marché, mais peut-être pas formée, qui vont juste substituer les gens qui sont bien formés, qui vont perdre leur possibilité de générer un revenu. Ouvrir purement et simplement le service militaire à tout le monde ne garantit pas qu'on va trouver ces fameux spécialistes. Parce qu'encore une fois, il y a aussi une image à laquelle il ne faut pas trop céder, c'est l'armée 2.0. En réalité, elle n'existe pas tant que ça, parce qu'au final, sur le terrain, vous aurez toujours un fantassin avec un fusil. Et les spécialistes, les vrais spécialistes comme les biologistes, les informaticiens, les pionniers des ondes dirigées, c'est très restreint. Et ce panel-là, ça effectivement c'est très restreint. En revanche, pour l'armée, il y aura toujours besoin d'avoir beaucoup de personnes qui sont moins spécialistes, mais qui seront là pour remplir des missions. Parfois, on a parlé de force brute, ou je ne sais plus, mais de force vive. Le débat était très révélateur de choses qu'on entend énormément dans les rangs de l'armée, à savoir que l'obligation générale de servir est un palliatif pour une armée qui ne sait plus comment convaincre et expliquer ses missions à la population. On l'a très bien entendu, on remarque que les gens disent « mais s'il n'y a plus d'obligation générale de servir, plus personne ne voudra venir à l'armée ». Nous, on pense qu'au contraire, les civilistes sont capables de me démontrer que c'est un service qui est volontaire, puisque les civilistes, en faisant 1,5 fois la durée de l'armée, font un service civil volontaire, motivé, de qualité. Qu'est-ce que ça implique en termes d'homogénéité de la société? Qu'est-ce que ça implique en termes de corpus de références communs et partagés entre les citoyens? Et puis soudain, on voit cet ovni, service civil, qui, de manière totalement assumée philosophiquement, pose le primat de la volonté individuelle absolue. Et on se dit, mais finalement, comment, avec cette affirmation philosophique extrêmement forte, il est encore possible de défendre une acceptabilité du droit dans son application? Parce qu'une décision de justice ne doit pas seulement être acceptable pour les partis, mais elle doit être acceptable pour l'ensemble de la société. Et dès qu'on parle de l'ensemble de la société, eh bien, il s'agit bien de déterminer un ensemble commun de citoyens partageant les mêmes valeurs. C'est très intéressant que quelqu'un, durant le débat, ait évoqué le concept très vieille armée suisse de défense générale, puisqu'on voit bien qu'en réalité, on ne peut pas échapper à sa société. Qu'on veuille affirmer le primat de la volonté ou pas, cette société nous environne au quotidien parce qu'elle a des institutions qui nous préexistent, et puis que c'est par ces institutions qu'on vit, c'est ces institutions qu'on fait vivre, et c'est des mœurs qu'on partage tous ensemble. Et qu'en fait, à un moment, quelqu'un a dit sur le ton de la boutade, eh bien, les chemins de montagne que vous aurez entretenus comme civiliste, eh bien, il y aura des colonnes de tirailleurs qui marcheront dessus. Eh bien, c'est très vrai. Le civiliste lui-même ne peut s'extraire à ce contexte, et puis finalement, on peut se demander si on a dit qu'on avait une armée de beau temps, ce dont je doute, une armée est faite pour le mauvais temps, mais on peut se demander si on n'a pas un droit de l'objection de conscience, de beau temps et de luxe de la paix.